Mercredi 11 novembre 2020, 11 novembre, armistice de Rotonde qui mit théoriquement fin à la Première Guerre mondiale de 14-18. Un peu d'histoire. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Veille de la descente annoncée de Patrice Talon dans plusieurs communes du Bénin au contact des populations, mais aussi et certainement pour toucher du doigt les réalisations et les chantiers en cours sous son quinquennat. On avait vu Patrice Talon dans des marchés de Cotonou et sur quelques sites de construction de marchés modernes. Des promesses aux femmes de nos marchés pour quelqu'un dont on attend l'annonce officielle de candidature à moins de 5 mois du 11 avril. C'est le compte à rebours qui vient ainsi d'être lancé. Que va-t-il dire aux populations? Dès demain, difficile de ne pas essayer un petit pont entre cette tournée de Patrice Talon et le rendez-vous électoral d'avril prochain. Que peut-on attendre de ce parcours du combattant qui démarre à Parakou? Et pourquoi cette ville, carrefour du septentrion, d'où il annonçait en novembre 2011 l'austérité? Parakou pour annoncer une autre forte mesure. Parakou pour lancer l'offensive pour la présidentielle 2021. Voilà autant de questions qui attendent réponse dans cette émission. Est-ce une forme d'auto-évaluation du quinquennat qui s'achève? Beaucoup d'interrogations en suspens pour l'un des sujets de ce duel, du duel ce soir, que nous aborderons, que nous abordons aussi dans le grand oral, juste après la session de formation. Le sujet enflamme également la toile et c'est pour nous qui nous fera vivre cette ambiance dans Actu Web. Avec moi en plateau ce soir, dans les 30 premières minutes, Alphonse Moïse Soulé. Bonsoir Alphonse, bienvenue. Bonsoir vraiment, bonsoir. Et Félicien Fagnon, bonsoir Félicien, bienvenue également à vous. Bonsoir man. Enquête de récépissé, de reconnaissance formelle du parti. Les leaders du parti Les Démocrates étaient au cabinet du ministre de l'Intérieur. Est-ce enfin le bout du tunnel pour les démocrates qui brûlent d'envie de prendre activement part au débat politique? Que peuvent-ils apporter à quelques 5 mois du 11 avril, surtout avec le système de parrainage? Dans la même veine, les partis politiques élus à la répartition des fonds publics pourront-ils contribuer efficacement à élever le niveau d'animation de la vie politique dans notre pays? Ont-ils les coups de franche pour une bonne participation au débat politique? Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Voici pour vous installer les unes de la presse. Le potentiel pour démarrer à faire évasion de la prison civile d'Akpromis traité, 3 ans de prison, la sanction applicable aux complices. Tournée nationale du chef de l'État, Talon à la rencontre de ses compatriotes. Libération, Caisse nationale de sécurité sociale, le conseil d'administration dirigé par Cotigan en fin de mission. Possibilité de renouveler le mandat. Budget 2021 PIP. Le gouvernement envisage 230 projets et programmes de développement nord-sud quotidien, projet de budget de l'État 2021. Ouadani a exposé les grands chiffres aux députés et puis exécution du PAG, talent en tournée dans 54 communes. Bénin intelligent présidentielle transparente en 2021. Sénat et COSLIPI au travail. Budget du ministère du Plan de Développement 2021. 13 milliards et 5 projets prioritaires. Et puis, passation des marchés publics, la mairie de Cotonou recherche 3 spécialistes, 4 vérités, quotidien les 4 vérités, mise à disposition d'une liste électorale consensuelle et fiable. Le COSLEPI, au siège de la Sénat. Bénin Talon entame jeudi une tournée nationale dans 54 villes. Et puis, éliminatoire Cannes 2022. Match Bénin-Lesotho, les écureuils privés de 3 joueurs. Le challenge présidentiel de 2021 dans l'opposition, la FCBE et Paul Rompin se préparent, puis mise en place d'infrastructures pour le compte du PAG. Le chef de l'État sur les chantiers de Parakou dès demain. Matin lire, parti les démocrates, de récépissé, encore d'obstacles sur le chemin, doute sur la bonne foi de Saka Lafia, interdiction des manifestations publiques à Ivo. La démocratie triomphera. Le meilleur quotidien, le meilleur, après sa visite de chantier à Cotonou la semaine dernière, Patrice Talon descend à Parakou demain et dans plusieurs communes du Bénin. Suite à l'interdiction de tenir sa réunion le samedi dernier à Porte-Novo, le professeur Aïvo Frédéric Joël invite les auteurs à la retenue pour que triomphe la démocratie. On finit par le quotidien Maison Fraternité. Visite des chantiers dans plusieurs villes du Bénin. Talon entame l'auto-évaluation de son quinquennat. Et puis deuxième édition du prix André Quenom, du bon citoyen Fulbert Adime Khossou, du quotidien Fraternité, lauréat
Et puis on finit par cette dernière information toujours à la une de Fraternité, datation du complexe Arli Pendjari au changement climatique, la contribution pertinente du projet RBT WAP volet DKTI. Voilà donc qui met un terme à la une des parutions de ce soir. Voici la transition pour le duel. Je l'annonçais donc en titre, les démocrates chez Saka Lafia, enquête du récépissé. Est-ce pour vous, Alphonse Moïsoulé, une bonne démarche? Oui, je crois que c'est une démarche à saluer parce que les remarques qui ont été faites par le ministère de l'Intérieur aux responsables du parti en gestation, les démocrates, ont été observées. Ils ont régularisé la situation, donc ils se sont dit qu'on devrait a priori leur avoir attribué le récépissé depuis. Mais ils ont constaté que c'est un silence radio. Et vous avez suivi avec moi les différentes tournées qu'ils ont organisées auprès des responsables d'institutions pour faire un plaidoyer. Étant donné qu'ils n'ont reçu aucune information du ministre de tutelle, ils ont exigé de se rapprocher du ministre pour comprendre réellement quels sont les motifs qui empêchent l'autorité de leur délivrer le récépissé. Et cela n'a pas raté. Bien qu'on ait dit qu'ils ont présenté l'un des meilleurs dossiers, alors je me demande qu'est-ce qui bloque. On a fini par leur dire qu'il faudrait que l'on présente les procurations de tous ceux qui étaient absents au congrès constitutif. Je dis, le code est clair, vous faites les observations en une fois. Quand le dossier est déposé, vous faites les observations en une fois. Je ne sais pas pourquoi on a fait d'abord une première série d'observations, qu'on n'a pas fait cette remarque-là, et que c'est maintenant, seulement et maintenant, on constate que ceux qui étaient absents. Maintenant, quand ils vont déposer les procurations des absents, ça sera antidaté ou postdaté. Parce que c'est encore un autre problème. Le congrès a eu lieu depuis. Si maintenant ils doivent déposer les procurations des absents, quelle date vont-ils mettre sur les procurations? Ça pose un problème. Veut-on encourager les gens à faire du faux? Veut-on encourager les gens à faire de la fraude? Parce que le congrès a eu lieu depuis des mois et c'est maintenant qu'on demande de produire. Quelle date va-t-on mettre sur les procurations? Moi, je me le demande. Est-ce que vous comprenez un peu ces questions de Alphonse Moïsoulé, Félicien Fayon? Bon, ben, je vais faire l'effort de comprendre son questionnement, parce que quand il dit que est-ce qu'on encourage les gens à faire du faux, mais je pense que ce serait une manière de les encourager si on leur donne le récépissé sans toutes les pièces nécessaires au dossier. Parce que ceux qui ont déposé les dossiers, les responsables du Parti des démocrates, ne sont certainement pas sans savoir que lorsque des gens sont absents au Congrès, et donc on suppose que si on doit mettre leur nom sur la liste de présenter comme des gens qui ayant validé donc les décisions du Congrès, il faut quand même accompagner des pièces de la procuration. Ça c'est clair, ils ne sont pas sans le savoir, donc on n'avait pas besoin de leur dire, parce qu'en fait, parmi ceux qui sont ressortissants du Parti des démocrates, il y a quand même des anciens députés, des anciens ressortissants de l'Assemblée nationale, des anciens ministres, et des gens qui ont été même chefs d'État dans ce pays. Et donc, à partir de cet instant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est difficile pour les ressortissants du Parti des démocrates de bien lire les textes, de bien lire le code et de comprendre ce qu'il y a. Même si du côté du ministère de l'Intérieur, Moïsoulé l'a dit tout à l'heure que les associations devaient être faites en une seule fois et que bon, les gens sont obligés de le faire plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas que on fait les associations et que les gens, en revenant avec les dossiers, reviennent avec des erreurs à chaque fois? Parce que quand vous revenez avec des erreurs à chaque fois, c'est normal qu'on reprenne les mêmes observations. Et je suis un peu peiné de savoir que c'est des responsables qui se comportent ainsi. C'est des gens quand même qui ont eu à créer un parti politique et qui ont eu à diriger un parti politique. Alors que l'actuelle charte que nous utilisons, la charte des partis politiques, il n'y a pas de grande modification, à part le nombre de personnes et le nombre de pièces à chercher au niveau des localités qui ont juste changé. Il n'y a pas de grande modification. Pourquoi est-ce que les gens peinent comme ça à réunir les dossiers? Est-ce qu'ils ne font pas exprès pour tirer autour de cette affaire-là, pour peut-être faire en sorte que les regards soient orientés vers eux à chaque fois, pour qu'on les peine pour des victimes? Je me demande si ce n'est pas ça. Sinon, mais créer un parti. Regardez la présidente Cody Prudencio, qui a fait son dossier avec succès sans difficulté. Et regardez par le PRD, regardez l'Union progressiste et le Bloc républicain. Bon, je ne voudrais pas les citer parce que les gens estiment que c'est des partis proches du pouvoir. Mais regardez FCBE. Si ces gens-là, à Zanaï, ces gens ont pu faire les formalités très facilement, mais pourquoi est-ce qu'un parti qui se réclame de l'opposition
à mon avis, traîne exprès. Et pendant ce temps, le parti mène des activités sur le terrain. Le parti fait des sorties, fait des tournées. Il y a des pancartes, il y a des affichages qui sont faits un peu partout dans la ville du Bénin pour montrer que ce parti existe. On sait qu'on n'a pas les documents, on sait qu'on n'a pas les documents officiels. C'est maintenant certainement que tout soit fait pour qu'on formalise un peu les du parti. Comme si on est en train de vouloir faire de l'auto-victimisation. C'est ma perception. Si le parti n'a pas obtenu son récépissé et fait des mouvements, et fait des actions sur le terrain, on applique la loi. On applique la loi comme on a l'obligation de respecter le code électoral. Moi, je ne demande pas qu'on fasse une faveur au parti, les démocrates. S'ils font des actions sur le terrain auxquelles ils n'en ont pas droit, appliquez la loi. Appliquer la loi, ce n'est pas question de dire... Non, parce que quand vous encouragez ça, la Sénat n'a-t-elle pas lu, le ministère de l'Intérieur n'a-t-il pas lu le code électoral? Allons, si nous voulons appliquer la loi, on l'applique. Mais si on veut tordre le cou à la loi, on le fait. Parce que quand ils ont déposé les dossiers, c'est des gens qui ont étudié les dossiers. N'ont-ils pas fait cette remarque-là? Parce que là, en faisant une deuxième série de remarques, c'est que le ministère de l'Intérieur vient de violer le code électoral. Je ne sais pas moi qui le dis. Je ne pense pas. C'est pas moi qui le dis. On a dit qu'on fait les observations en une seule fois. Mais si on a les dossiers avec les erreurs, il y a les observations. Non, Félicien, c'est comme ça. Ce n'est pas le ministre Saka Lafia qui étudie les dossiers. Il y a des cadres techniques qui sont payés avec l'argent du contribuable béninois pour réussir le travail. S'il y a quelque part on fait de la complaisance, on en fait de la plaisanterie, il faut sanctionner. Moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train de faire du Jacques Ouattu. On est en train de faire du Jacques Ouattu parce que depuis le 29 juillet 2020, les gens ont déposé le dossier. Et là, ça va faire peser des soupçons sur l'institution qui est le ministère de l'Intérieur. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Le ministère de l'Intérieur est-il manipulé? Parce que moi, si vous lisez le code, moi, j'aime qu'on respecte dans la République les lois qui régissent les institutions. Le code a dit quoi? Vous faites les observations en une fois. Une seule fois, oui. Point. On dit, si le parti n'a pas d'existence légale, ce parti-là ne peut pas faire des mouvements. Si la loi l'interdit, on le leur interdit gentiment. Ils n'ont pas à s'énerver pour ça. On les rappelle alors pour dire, vous n'avez pas d'existence légale. Par conséquent, vous ne devez pas. Donc, il n'est pas question de faire des faveurs, que ce soit mouvement, opposition. On n'a pas intérêt à faire le... Parce que si vous avez autorisé ça, c'est que les responsables du parti se donnent systématiquement une existence légale. Et ça pourrait créer des troubles par la suite. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays où l'opposition estime que elle est en position de faiblesse, elle est en position de vulnérabilité. Et donc, même quand les gens tentent d'appliquer la loi, d'accord, sur les attitudes, le comportement des membres de l'opposition ou des organisations de l'opposition, c'est comme si on a quelque chose contre eux, alors que ce n'est pas le cas. Vous avez vu par exemple la réaction de certaines personnes et même du professeur Joël Aïvo lorsque la police l'a empêché de faire une manifestation à Porte-Nouveau. Les gens ont estimé par exemple que ce n'est pas normal et le professeur Joël Aïvo, lui-même qui est un homme de droit, a dit qu'il faut laisser la démocratie se manifester, que ce n'est pas normal, alors qu'il sait qu'il a connaissance d'une décision du Conseil des ministres qui interdit le regroupement de plus de 50 personnes en période de Covid. Il sait bien qu'il y a un arrêté du maire qui interdit ce regroupement et il sait bien que ce n'est pas normal qu'on aille sur un territoire donné se regrouper sans l'avis de la police, sans l'avis de la... Ça, par exemple, le fait. Mais vous avez vu la réaction. Et donc, il en est de même pour la démocratie. Si aujourd'hui, par exemple, d'accord, le pouvoir décide, ou bien les structures compétentes décident d'enlever toutes les affiches posées par les démocrates un peu partout dans le pays, les gens veulent, mais quand ça change, il y a des problèmes, ça ne va pas. Si on empêche une de leurs réunions, imaginez que la réaction des gens, alors que c'est eux qui marchent sur les terres de la République. Je dis bien ceci, lorsqu'on vous demande par exemple de fournir des dossiers pour aller à un examen, et que vous amenez une pièce, et qu'on vous dit non, que les pièces que vous avez amenées là, il y a une pièce qui manque, et on vous retourne le dossier, d'accord, pour aller chercher la pièce manquante. Vous revenez avec une pièce qui certainement est bien périmée, parce que vous avez mis du temps. Mais c'est normal qu'on vous retourne. On ne va pas accepter faire le dossier comme ça. Est-ce qu'on l'avait déjà... Disons les choses clairement. Est-ce qu'on avait déjà fait cette notification? Nous ne sommes pas à leur place. Donc pour estimer que est-ce qu'on avait déjà parlé de procuration des membres fondateurs absents? Est-ce que dans la première série de remarques, cette remarque-là est revenue? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre ici parce qu'on ne sait pas si il y a des choses que les membres ont évité de dire. En période de Covid, on ne peut pas se regrouper au-delà de 50. Mais j'ai vu des élus de la République se regrouper dans les salles, danser sans masque, être côte à côte. Et là, il n'y a pas Covid. Il
Il n'y a pas Covid. On applique les mesures de Covid quand ça nous arrange, mais quand on n'arrange pas, on accuse les autres. Ça revient à ce que vous avez demandé qu'on sanctionne, qu'on applique la loi aux membres du Parti démocrate. Et je vous disais que si on le fait, vous voyez le raisonnement que vous avez tenu tout à l'heure, vous direz que oui, pourquoi est-ce qu'on laisse d'autres se manifester? Non, vous avez dit qu'on a interdit, on a dit qu'en période de Covid, c'est la même chose. J'ai dit, si les élus sont au pouvoir, se retrouver dans une salle, ils vont dénoncer, mais personne n'a dit, mettez votre cache-nez, permettez qu'on dénonce également. Et je suis d'accord, on ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures. Maintenant, il y a quand même une possibilité qui est offerte au ressort du Parti des démocrates, enfin, du parti en création, les démocrates bien sûr, mais ils peuvent quand même saisir la Cour suprême, l'Assemblée administrative de la Cour suprême, si le ministère de l'Intérieur continue de les faire plaider. Ils peuvent saisir l'Assemblée administrative de la Cour suprême pour se plaindre de ce que du comportement soviétique. Si vous me permettez, la question que je me pose, et vous n'avez pas répondu, on leur déclare les procurations des membres fondateurs absents au Congrès. Quelle date vont-ils mettre? Est-ce qu'ils vont mettre la date de la tenue du Congrès? Quelle date vont-ils mettre sur la procuration? Ils vont antidater la lettre pour qu'on le dise après, vous avez fait du faux? Quelle date vont-ils mettre? J'aurais aimé que le ministre de l'Intérieur l'ait indiqué. Quelle date ils vont mettre? Nous avons vu le FCB organiser des congrès extraordinaires dans ce pays pour reprendre leur dossier. Quand on avait déclaré le dossier invalide, ils ont fait des congrès extraordinaires. Ça s'est passé en quelques jours seulement. Donc, s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de procuration ou qu'il y a un problème de date, mais il suffit d'organiser un congrès extraordinaire. Ça veut dire que les acteurs politiques savent mieux que quiconque quelle solution trouver à cette diligence. Oui, ça y est, on leur en veut. C'est ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de vous le ministre de l'Intérieur n'a nullement violé le code. Je ne sais pas, mais j'ai comme impression, d'accord, que des responsables du parti les démocrates en création essayent de tout faire pour que, bon, on les regarde comme étant des victimes, comme si c'est eux qui... La question qui se pose à présent, c'est savoir comment ces partis, les démocrates, vont-ils animer la vie politique nationale à l'image de ces partis qui ont obtenu le financement public aussi. Non, quand j'ai lu les commentaires un peu partout, ce qui est sûr, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas eu droit au financement des partis politiques parce qu'ils n'étaient pas constitués. Mais je dis... Il n'empêche qu'ils ne prennent pas au débat national si entre-temps ils obtenaient le récépissé définitif. S'ils prennent le récépissé définitif, la loi leur donne la possibilité d'animer la vie politique. Même s'ils n'ont pas eu droit à la subvention, alors encore que même à ce niveau-là, tous les partis, normalement tous les partis qui sont reconnus légalement, la loi n'a jamais dit il faut avoir des élus. Vous êtes sûr? Non, j'ai été le sûr. Et après, quand les partis politiques animent la vie politique. C'est clair. Et pour être appelé parti politique, il faut avoir une existence légale. Maintenant, les partis politiques qui ont une existence légale et qui n'ont pas bénéficié de ce financement-là, comment vont-ils animer? Nous sommes en train de lutter contre le financement occulte. Il y a les cotisations. Est-ce que si les cotisations suffisaient, est-ce que les 3 partis-là auraient eu ce financement public? Oui. Non, mais je pense que ce n'est pas une question qui doit venir parce que le parti ne doit pas attendre forcément une subvention de l'État avant de fonctionner. Parce que quand vous créez un parti, c'est une association. C'est que vous attendez pour faire fonctionner le parti. S'il y a une traçabilité dans les cotisations, le problème ne se pose pas. On peut fonctionner aussi suivant les dons et legs. Ça, c'est que ça dépend du règlement des statuts du parti. Ça dépend de la source de financement définie par le parti. Et donc, le problème de vraiment se pose. Le parti l'Union progressiste a fonctionné comment pour aller aux élections avant d'avoir le financement. Le bloc républicain a fonctionné comment? FCB a fonctionné comment? Comment est-ce que UDB a pu prendre part aux élections? FPRD également. Et donc, on peut fonctionner, le parti peut fonctionner, peut vivre suivant les cotisations et tout ce qu'il faut. Maintenant, si le financement vient, c'est que c'est un plus. Vous êtes sûr que dans les partis, les gens cotisent? Moi, je sais que je connais des gens qui cotisent, qui donnent des cotisations. Vous êtes sûr que tous les membres d'un parti? Je ne sais pas si tous les membres cotisent, mais je connais des gens qui cotisent chaque fois au niveau de leur parti. La question, c'est comment ces partis peuvent-ils contribuer efficacement au débat politique? Est-ce que ces partis ont la coudée franche pour effectivement prendre part à un débat très, très libre au niveau au plan politique? Non, les partis qui ont reçu le financement, tout à fait. La loi leur demande d'animer. Entre ce que la loi dit et ce que vous constatez sur le terrain, est-ce que vous voyez que c'est des partis qui peuvent vraiment organiser des débats, animer la vie politique, former les militants? Non, vous savez, le financement mis à disposition, ça va servir à quoi? C'est-à-dire que désormais, aucun parti ne peut plus nous dire qu'il n'a pas un siège.
vous avez la possibilité maintenant d'avoir un siège. Vous avez la possibilité de former vos membres à la citoyenneté. Vous avez la possibilité de donner une formation politique à vos membres. Donc aujourd'hui, l'État apporte ce soutien aux partis politiques pour permettre à ces partis politiques de bien animer la vie politique. Maintenant, si un parti, parce qu'il a reçu un financement de l'État, se saborde au régime en place, c'est son problème. C'est son problème. Si vous avez les moyens, c'est que vous puissiez travailler. On ne vous a pas donné l'argent du comité béninois pour faire du n'importe quoi. C'est pourquoi il dit, l'État a dit en passant qu'il y aura des contrôles par rapport à la gestion financière. Donc il doit avoir traçabilité, il doit avoir des pièces comptables. On n'a pas donné l'argent aux partis pour faire du n'importe quoi, mais ça leur permet d'animer réellement. C'est-à-dire organiser des tournées. Et quand un parti doit animer, ce n'est pas de venir tout le temps dire que le chef il est beau, il est mignon, mais c'est de dire ce qui est vrai, ce que tout le monde constate. Oui, Félicien Fayon. Je pense qu'on n'a même pas bien du financement avant d'animer la vie politique, avant de prendre position sur certains sujets donnés. Même les partis qui n'ont pas reçu ces financements-là et qui ont une administration bien organisée, même qui n'en ont même pas, peuvent prendre position sur certains sujets, notamment l'éducation, notamment l'environnement, tout ce qu'il faut. Cette partie-là peut prendre position, faire des propositions et critiquer le pouvoir. Sinon, pas forcément insulter, mais dire ce qui ne va pas et faire des propositions alternatives. C'est ça en réalité l'animation de la vie politique. Prendre position sur les sujets donnés, former des gens et puis je crois que c'est cela. Et pour ça, c'est vrai, on a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin de forcément d'avoir le financement public, à mon avis. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous sommes dans le même pays. Je ne sais pas si les différentes actualités de ces derniers temps, un de ces trois partis-là est monté au créneau pour critiquer, faire des propositions. Il n'y a pas que trois partis au Bénin. Je dis les partis. Ok. Est-ce qu'il y a un parti qui sait déjà les trois partis que nous, les trois. Non, il n'y a pas de trois partis. Non, UPBR. Oui, est-ce que FCB, est-ce que durant ces derniers temps-là, avec l'actualité, ils sont montés au créneau pour critiquer quand on a demandé aux enseignants d'aller faire 30 heures, quand on a, est-ce que ces partis-là sont montés au créneau pour critiquer, pour faire des propositions? Parce que quand on dit d'animer la vie politique, c'est pas aller de se cacher, c'est pas de se taire, c'est de parler. Mais il n'y a pas que les trois partis politiques, il y a aussi Restaurer l'Espoir, il y a l'UDPN, par exemple, il y a le CDB, il y a le PUR. On ne dit pas de sortir, comme l'a rappelé Félicien, pour insulter le chef, pour dire des âneries, des conneries, mais de critiquer objectivement, de faire des propositions. Ces derniers temps, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. C'est la faute à qui? Est-ce la faute au gouvernement ou la faute des partis au leader de cette politique-là? Des leaders. Oui. Ça veut dire que les partis sont des partis de façade, mais en réalité ne jouent pas concrètement le rôle qui leur est dévolu par la loi. Oui. Non, je ne dirais pas qu'ils sont forcément des partis de façade, mais ils ont peut-être des insuffisances. Et ça peut s'expliquer par le fait que c'est maintenant qu'on a commencé l'expérience. Ça n'existait pas. Vous l'avez développé facilement. Il y a seulement 2 ans, on a commencé par faire cette expérience-là. Et donc, pas que je suis en train de les dédouaner. Je crois que c'est une insuffisance qu'on relève. Et certainement que s'ils nous suivent, ils doivent commencer par noter cela et savoir qu'ils doivent commencer à prendre position sur chaque sujet d'actualité dans le pays. Et désormais, on dit que le chef d'État va faire une tournée très prochainement. Chaque parti politique doit pouvoir dire son avis, son impression par rapport à cela. Ça, ce n'est pas faire de l'opposition, mais ça, c'est pas faire de la mode. Non, on peut le faire. C'est d'ailleurs leur rôle d'ailleurs de le faire. Ils ont un projet de société. Vous avez abordé le sujet comme ça, l'ensemble chef de l'État dans des communes du Bénin, c'est un cas de commune annoncé. Patrice Talon qui descend effectivement, et ça démarre par la cour. On l'avait vu dans les marchés il y a le 3 novembre dernier. Il a fait des promesses aux femmes. Est-ce que pour vous, c'est le compte Arobo qui a commencé et qui est lancé ainsi à 6 mois nous sommes à 6 mois jour pour jour de la présentation de la fin du quinquennat de Patrice Talon. Je suis d'abord heureux qu'on ne nous ait pas dit que ce sont des descentes inopinées, comme on a dit la dernière fois concernant la sortie de Cotonou, que c'est maintenant, c'est programmé, c'est à la minute près. Donc pour vous le 3 novembre dernier, c'était une descente bien organisée. Bon. Maintenant, c'est normal, je l'ai toujours dit, c'est normal que le chef de l'État, qui préside le Conseil des ministres, qui valide les projets, qui valide les financements, et qui a désigné des gens pour superviser les chantiers, c'est normal que le chef descende sur le terrain pour aller constater de visu l'évolution des travaux. Ça, dans un premier temps, je ne le lui reproche pas. Il est dans son rôle. Parce que tout le temps, on lui a fait des comptes rendus, on lui a fait des fiches, il a lu. Maintenant, il veut aller constater sur le terrain. Il veut voir, est-ce que ce qu'on m'a toujours dit, est-ce que c'est ce qui se passe? Ça, c'est son droit et personne ne peut le lui reprocher. La deuxième chose, c'est le compte à rebours, forcément. 54 villes, c'est-à-dire que le chef, au-delà de la visite officielle, tous les hommes politiques le savent,
au-delà de la visite officielle, il y a des rencontres. Il y a le volet officiel de la rencontre. Oui, il y a des rencontres qu'on organise notamment pour rencontrer un certain nombre de leaders politiques, échanger. Le chef d'État ne peut pas visiter 54 villes du Bénin sans parler de la prochaine élection présidentielle. Ce n'est pas possible. Personne ne peut me le faire croire. Pour vous, que va-t-il dire aux populations qu'il va rencontrer dans ces différentes communes, 54 communes? Que va-t-il leur dire? Non. Il est venu constater que ce qu'il a promis sur le cahier de charges qu'il s'est donné, qu'il est en train de le réaliser. Et j'espère qu'on donnera la possibilité aux populations de dire leur joie, de dire leur mécontentement et de dire leur amertume. On ne va pas se contenter. Une certaine chaîne ne se contentera pas de nous montrer seulement le côté positif sans nous montrer les autres choses que les gens auraient dénoncées. C'est ça l'équilibre de l'information. Oui. Parce qu'on ne peut pas me dire que sous le président Patrice Talon, quand il va faire la tournée dans les 54 villes, ça serait parfait à 100%. C'est ce que je ne croirais pas. 11 novembre, 11 avril, nous sommes à 5 mois jour pour jour de la fin du quinquennat Patrice Talon. Non, pas quinquennat. Le 11 avril, il y a le premier tour de l'élection présidentielle qui se tient le 11 avril prochain. Donc, c'est mois de l'élection présidentielle. Dites-nous, comment vous voyez cette descente Patrice Talon dans des villes du Bénin? Pour moi, je l'apprécie sous 2 angles. Le premier, c'est que c'est normal que 4 ans, d'accord, puisque le 12 décembre prochain, ça fera, je crois, le 16 décembre, bien sûr, ça fera exactement 4 ans le PAG a été lancé, d'accord, 4 ans après, donc, avoir lancé le programme d'action du gouvernement, et après avoir donc réalisé un certain nombre d'infrastructures routières, un certain nombre d'infrastructures marchandes, après avoir mis en œuvre plusieurs projets à l'endroit des femmes, à l'endroit des jeunes, après avoir fait en sorte qu'il y ait eu création de plusieurs milliers d'emplois dans le pays, après avoir facilité le travail aux cotonculteurs, aux agriculteurs en général, après avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, sur le domaine du sport, aujourd'hui, il y a des stades qui sont en construction, mais c'est normal que le chef d'État descende pour dire, je vais voir les comptes rendus qu'on me fait souvent sur papier, les vidéos qu'on m'amène que je vois souvent, moi, mais je vais descendre pour apprécier le visu et prendre, pourquoi pas, le pouls de ce qui se passe avec mes administrés. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les gens ressentent cela? C'est vrai, on lui passe des choses à la télé. C'est pas qu'il n'y croit pas, mais il lui aussi voudrait certainement vivre ça, échanger avec les forces vives de chaque localité qu'il aura visité. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, vous savez, le président Patrice Talon, il y a 5 ans, il a eu à faire cette tournée-là, dans le cadre de l'élection présidentielle. Et nous sommes pratiquement à la veille d'une autre élection. Les populations l'ont appelé à revenir encore à candidater pour la prochaine élection présidentielle. Dans son entourage, on apprend que c'est clair que l'appel a été accepté. Lui, il n'a rien dit de façon officielle encore, mais dans l'entourage, ça murmure que le chef d'État est encore partant. Mais c'est normal qu'il fasse cette tournée, d'accord, pour dire aux populations, je suis avec vous. Vous avez l'habitude de voir mes ministres, vous avez l'habitude de voir les députés qui me soutiennent, des gens qui me soutiennent, mais là, je suis là, je suis proche de vous, me voici. Parakou avec quelques frayeurs quand même, parce que c'est Parakou qui nous a annoncé l'austérité, qui nous a demandé de serrer la ceinture. Parakou, quand même, on voudrait savoir si Parakou, c'est fait exprès pour qu'il commence cette tournée encore Parakou pour nous annoncer encore d'autres mesures. Vous connaissez Parakou. Parakou, c'est l'un des fiefs de Boni Yayi. On ne va pas s'en cacher. C'est l'un des fiefs de Boni Yayi. Et c'est stratégiquement qu'on a fait de commencer par Parakou. C'est stratégiquement. Si c'est tant qu'on veut quitter le sud ou bien le centre pour aller vers le nord, on pouvait commencer et par d'autres villes, mais stratégiquement, Parakou, c'est le fief de qu'on appelle de Eboni. Et s'il n'y avait pas erreur au niveau de FCBE, la mairie de Parakou était entre les mains déjà de FCBE. Donc c'est stratégiquement qu'on descend. Et on apprend depuis quelques jours que l'ancien maire est en train de faire de la mobilisation sur le terrain. Bon, donc, l'ancien maire Charles Toko, vous voulez dire? Oui, il est en train de faire de la mobilisation sur le terrain pour recevoir le chef de l'État. Donc c'est stratégiquement, on pourrait même commencer par, puisque avant d'aller à Parakou, on passe par Dassa, on passe par Boyko, on passe par Savaï, il y a beaucoup de villes avant Parakou. Non mais je voudrais prendre de Moïse Soudé au mot pour dire que la tournée a commencé par Cotonou, hein. Le chef d'État a fait une descente à Cotonou. Et donc ce n'est que la suite. Non, ça ne fait pas marché de Cotonou. Non, ce n'est que la suite. Non, je refuse ça. Pour dire que ça ne va pas commencer par Parakou. Ça fait Cotonou. Parakou n'est pas le fief de Yayi Bouni. Parce qu'on a chanté. Yayi Bouni n'est plus d'FCB qui avait gagné quelques conseillers à Parakou. Yayi Bouni n'est plus d'FCB. Il a démissionné avant qu'on aille aux élections. Et donc il n'est plus d'FCB. On ne peut pas dire que Parakou est pour. Yayi Bouni, c'est fort. Je le refuse. Yayi Bouni est de Tchaourou. Et le président Patrice ne veut pas commencer sa tournée par Tchaourou. Il veut commencer à tourner
pas Parakou. Donc, je ne sais pas pourquoi vous pensez que si c'est facile, il a une maison là-bas, mais il a une maison aussi à Djougou, il a une maison à Tchad, il a une maison à Cotonou. Et donc, je pense que ça n'a rien à voir avec Yaoundé. Parce qu'en fait, moi, à mon avis, selon ma lecture, le président parti n'est pas en concurrence avec Yahi Boni. Yahi Boni n'est plus éligible à rien. Et donc, il n'est pas en concurrence avec lui pour qu'on pense qu'il y a quelque chose qui se dispute et qu'il va commencer par. Non, je pense plutôt que Parakou, c'est le Nord, c'est la plus grande ville du Nord, Bénin. Il commence par là-bas. Même les ministres, quand ils veulent aller en Touré, ils commencent par Parakou. Ils ont l'habitude d'aller à Kane, de revenir encore à Parakou et de continuer sur l'autre Nord. Dans la ville du Djougou. Donc, c'est stratégique. C'est ma lecture. Merci à vous, Félicien Fayon. Merci également à vous, Alphonse Maurice Soudé, pour ce duel. Merci. Lundi prochain, on va se retrouver. C'est fini, donc, on se le journal télévisé.